Alors, j'ai été accusé par monsieur... Oh, je vous accuse pas du tout. Mais je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je vous accuse pas. J'espère avoir le même traitement. J'ai été accusé de la théorie du complot. C'est l'argument habituel de ceux qui n'ont pas d'argument face à des faits qui dérangent. Et donc, je pense qu'il faut se poser la question, la France, amie du Mali. Moi, je dis que dans toute guerre, on nous cache l'histoire et on nous cache les intérêts. Et je voudrais pouvoir expliquer les deux qui me semblent vraiment fondamentaux et totalement occultés dans la version officielle des médias. L'histoire occultée, c'est quand il y a eu un président élu au Mali qui s'appelait Modibo Keïta, qui voulait l'indépendance de son pays, le développement et mettre fin à la pauvreté. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a soutenu un coup d'État sanglant de Moussa Traoré. Modibo Keïta a crevé en prison et Moussa Traoré, ça a été une dictature épouvantable pendant 23 ans. Ensuite, il y a eu d'autres marionnettes à la place. Et est-ce que vous appelez ça une théorie du complot? J'aimerais que vous alliez le dire aux Maliens. Ensuite, il y a la question des intérêts, à savoir que le Mali, c'est un pays pauvre, mais comment on peut être pauvre quand on est riche? Et toute la région, le Niger, c'est un pays, c'est le dernier pays sur la liste du niveau de pauvreté dans le monde, et c'est un pays très riche avec l'uranium. Et donc, il faudrait expliquer ce que vous cachez soigneusement, à savoir que dans cette région, il y a de l'or. L'or a été exploité au Mali dans les mines de Morila par Bouygues, derrière des paravents. On a fait crever les gens qui extrayaient l'or avec du cyanure et de l'arsenic, aucune prévention, les nappes d'eau polluées, les gens crevaient comme des mouches. Et donc, ça c'est Bouygues, ça c'est l'or. De quelle époque parlez-vous, Michel Colomb? Tout récent, c'est encore il y a 5-6 années. La mine a été fermée récemment et on recommence le même coup de l'autre côté. Deuxièmement, l'uranium. Areva est plein de convoitises pour l'uranium du Mali. Et quand on veut voir ce qu'il va en faire, il faut voir ce qui se passe au Niger, le pays le plus pauvre, comme je le disais. Au Niger, Areva, c'est le numéro 1 de l'exportation nucléaire dans le monde. Le Niger, c'est celui qui procure tous les revenus qui permettent à Areva et aux firmes qui travaillent avec elle, Alstom, Suez, Bouygues et tout ça, de gagner énormément d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur, les Nigériens, ils crèvent de faim. Et quand vous savez, l'espérance de vie, c'est 49 ans. Il y a moins de 30% de gosses qui sont à l'école. Et quand les Nigériens ont dit à Areva, on voudrait quand même un peu d'argent pour nos écoles, ou bien par exemple, il aurait suffi, c'était un projet de la Banque mondiale, de 10 millions pour irriguer le Niger, et le Niger aurait eu, tous les gens auraient eu à manger, Areva a dit, c'est pas notre problème, et les Nigériens peuvent continuer à crever de faim. Donc, il y a l'or, il y a l'uranium, il y a, et vous le savez très bien, le gaz et le pétrole dans la région. Et c'est le responsable Afrique Nord de Total qui vient de dire récemment qu'avec la Mauritanie, avec le gaz qu'il y a tout ça, c'est le nouvel Eldorado. Et donc on est en train d'essayer, et on a tout à fait raison de parler de néocolonialisme, et le fait que la France y était là avant ou pas, ça n'a aucune importance. Le colonialisme, ça consiste à piller les richesses, et c'est ce qui se passe dans l'ensemble de l'Afrique. Un Africain noir sur 3 ne mange pas à sa faim. Un Africain noir sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Résultat, pendant la journée qui est en train de s'achever, là, il y a 10 000 gosses dans le monde qui ont crevé parce qu'ils n'ont pas accès à une eau potable. Et la raison de ça, c'est que les multinationales françaises et vos grands amis ou les amis de votre patron, Bolloré, Bouygues, Lagardère, etc., se sont fait des couilles en or pendant que les Africains, ils crèvent de faim. Et ça, allez leur dire que c'est une théorie du complot quand eux, ils voient la misère pendant qu'ici, vos amis, c'est les Ferrari, les Porsche et les châteaux. Vous pensez que quand les mafieux, les fondamentalistes, les terroristes qui sont au nord auront pris le pouvoir, les Maliens vont manger à leur faim, les Nigériens vont manger à leur faim, que ça va aller bien, que ça va aller mieux? Vous pensez qu'il y a un rapport? Alors maintenant, si vous voulez me dire, excusez-moi, je vais vous répondre à votre question. Je vais vous répondre à votre question. Qui a lancé les fondamentalistes en Afghanistan, sinon les États-Unis? Qui travaille avec le Qatar et l'Arabie Saoudite pour répandre les trucs les plus fanatiques en Libye, en Syrie et même un peu ailleurs aussi? Ça, vous le savez très bien. Donc, une fois les islamistes sont vos amis et une fois sont vos ennemis. Il faudrait choisir. Je voudrais donner la parole à Naufel Brahmi. Si vous voulez dire qu'il faut renégocier les contrats d'exploitation en Afrique pour toutes les grandes sociétés, je suis d'accord.
mais ça ne répond pas à la question de savoir ce qu'on fait. Les gens, ils crèvent de faim à cause de vos contrats. Oui, mais arrêtez de penser que ça n'est qu'à cause de ça, et expliquez-moi comment les gens que nous combattons aujourd'hui vont donner de la richesse à tout le monde. Vous savez, il y a des pays qui ont beaucoup... Il n'y aura jamais la paix tant que les gens crèveront de faim, et ils crèvent de faim à cause de vos amis. Bien sûr, à cause de nos amis, mais c'est bien, voilà. Parlons de Benghazi. Non, on n'a pas le temps, malheureusement. Juste qui répondent pourquoi, alors à ce moment-là, quelle est la question que vous avez posée. Pourquoi est très simple, parce que des représentants de la population de Benghazi qui menaçaient d'être massacrés mais les services secrets français étaient 6 mois avant l'insurrection de Benghazi. Vous reprenez les mensonges habituels. Non, mais les services secrets français étaient 6 mois avant l'insurrection. Je vois que votre information n'est pas parfaite. Je voudrais sur Benghazi vous donner... Attendez, juste une réponse. Je vous permets pas de me traiter de menteur. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui la région de Benghazi est tranquille? Est-ce que vous trouvez que... Non, je n'ai pas dit que tout ça Quel était l'objectif de l'intervention de la croisade en Libye? C'était d'introduire la démocratie. Non, mais vous trouvez que la démocratie existe en Libye? Non. À Benghazi? À Benghazi, on a évité le là massacre, où 15 jours après l'indépendance et l'émission de notre croisade, on a assassiné l'ambassadeur des États-Unis. Voulez-vous me dire où est la démocratie aujourd'hui? Non, c'est pas la démocratie qu'on a introduit, simplement, on a évité le massacre. Quel massacre? Vous avez assassiné, pas vous. Vous avez fait assassiner dans les conditions honteuses le colonel Kadhafi. Vous le savez bien comment il a été traité. On s'arrêtera là. On s'arrêtera là. Je suis indigné parce que on recommence avec le complot. Je réfute la fausse information. Toutes ces guerres, y compris la guerre du Golfe en 1990-91, vous les avez toutes dénoncées. Est-ce que pour vous, il s'agit toujours de la même guerre? C'est toujours la même guerre, malheureusement, oui. Écoutez, on nous dit que c'est la guerre de la France contre le terrorisme, et à mon avis, c'est aucun des deux. C'est pas la guerre de la France parce que les Français, si on leur disait vraiment de quoi il s'agit, ils diraient que dépenser des milliards à jeter des bombes, 1 heure de vol du Rafale, c'est 27 000 € de l'heure, alors qu'il y a un Français sur 6 qui est dans la pauvreté et qui se demande comment on va payer le médecin, l'école et l'avenir. C'est immoral, et surtout, c'est pas... Donc pour moi, c'est une guerre en fait du 1%. C'est une guerre des multinationales, des milliardaires qui dirigent la France et le monde en général. C'est pas non plus une guerre contre le terrorisme, parce qu'on entend ce discours habituel, ça fait 20 ans, il y a quand même des questions importantes à se poser. Premièrement, est-ce que la guerre contre le terrorisme, ça donne de si bons résultats en Irak, en Afghanistan et dans tous les pays que vous avez dit? Est-ce qu'il y a moins d'attentats? Est-ce que les problèmes sont réglés? Une deuxième question quand même qui cloche dans cette version officielle, c'est que on nous dit qu'il faut faire la guerre contre les terroristes au Mali. Tout le monde sait que les terroristes au Mali sont financés par le Qatar. Et en Libye et en Syrie, la France du 1%, s'est alliée au Qatar et à l'Arabie Saoudite pour avoir des milices islamistes pour renverser Kadhafi, un régime quand même plus ou moins laïque. Et maintenant, on essaye la même chose avec Bachar el-Assad. Donc, est-ce qu'on est avec les terroristes ou est-ce qu'on est contre les terroristes? Et il y a quand même une troisième question spécifique au Mali qui cloche dans cette version, c'est que le danger du séparatisme, il est connu depuis longtemps. Pendant très longtemps, les gens au pouvoir, qui sont en fait des marionnettes de la France, ne faisaient absolument rien contre le séparatisme et le terrorisme. Il y a eu un coup d'État militaire indigné de voir les soldats se faire massacrer et le régime ne rien faire. Il y a eu un coup d'État qui voulait que l'armée puisse enfin résister. Qu'est-ce que la France a fait? Elle a appliqué un embargo sur les armes qui restaient dans les ports en Côte d'Ivoire, au Burkina, etc. Et donc les armes étaient bloquées. Et donc ça pose vraiment une question. Est-ce qu'on a manipulé cette histoire? Est-ce qu'il y a d'autres intérêts et d'autres cibles? Et je crois que c'est surtout de ça qu'il faut parler, les véritables cibles. Il y a aussi la question de la légitimité. Est-ce que la France a le droit et légitime à intervenir ailleurs que sur son territoire parce qu'il s'agit de ses anciennes colonies? C'est une question fondamentale. Parce que si c'était en Somalie que si c'était Mogadiscio qui était menacée par Bamako, la France n'aurait jamais intervenu en solitaire de cette manière. Alors, et je m'adresse à M. Guénaud. Il y a un grand discours de Nicolas Sarkozy qui a dit que l'Afrique, finalement, n'était pas assez entrée dans l'histoire et que c'était son problème. Mais essayons une fois d'arrêter de vouloir écrire l'histoire de l'Afrique à la place des Africains. Et soyons provocateurs. Et même si Bamako tombait,
Le Bamako, c'est le Mali, c'est le patrimoine des Maliens, et c'est le sang des Maliens qui doit arroser les libertés des futurs des Maliens. Est-ce que vous pensez que si au Nigeria, en Angola, en Afrique du Sud, dans ces pays africains qui ont connu le feu de la guerre, il y avait une grande puissance blanche qui était venue à chaque fois installer son ordre, ces pays africains, comme l'Algérie par exemple, seraient aussi forts finalement. L'Algérie, elle est forte, c'est une nation souveraine. Il y a des étrangers qui sont otages sur son territoire, mais personne n'a idée de venir au secours de l'Algérie, d'envoyer des troupes en Algérie, parce que c'est un État indépendant. Aujourd'hui, le Mali, sa souveraineté est sabotée. Elle a été sabotée de l'intérieur, c'est évident. Elle a été aussi sabotée de l'extérieur. En plus, la souveraineté des pays comme le Mali a été même sabotée au commencement, parce que finalement, 50 ans après une politique de coopération militaire, les accords de défense militaire qui ont été signés après les indépendances, quasiment aucun pays d'Afrique colonisé par la France n'a d'armée. Aujourd'hui, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est l'Afrique du Sud, les puissances africaines. Il n'y a pas une seule puissance africaine francophone. Pas une seule.